C'est bon. Bonjour à tous, je pense que cette fois-ci ça fonctionne. Merci d'être nombreux présents pour cette formation express sur la question des données personnelles en copropriété. Donc, on va essayer de vous entretenir du sujet de la vie privée en copropriété, du respect des données personnelles collectées des copropriétaires ou des autres occupants de l'immeuble, et vous parler des nouveautés législatives, puisque il y a des échéances qui s'en viennent le 22 septembre prochain. Les premiers gestes concrets vont devoir être posés. Essentiellement, au départ, il faut cibler ce qu'est une donnée personnelle. Une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier une personne. Vous allez me dire, c'est assez évident, mais ça veut dire qu'il faut écarter toute une série de données qui ne sont pas nominatives, qui ne permettent pas, même indirectement, d'identifier une personne. Par exemple, des états financiers de syndicats de copropriétaires. Il n'y a pas de données personnelles à cet égard. Par contre, une correspondance directement adressée par un copropriétaire à son conseil d'administration, ou même des contrats conclus entre un locataire et un propriétaire, ça peut rentrer dans la catégorie des données personnelles. Et le deuxième aspect de la donnée personnelle, c'est, on l'a déjà dit un petit peu, l'identification directement ou indirectement de la personne concernée. Donc, une donnée peut être personnelle pour telle personne dans l'immeuble et peut ne pas l'être pour une autre personne qui demanderait à y avoir accès. À partir de là, pourquoi le besoin de protéger les données personnelles, de donner des garanties? Vous avez tous vécu, vous avez tous vu les récentes situations sur la perte de données personnelles de certains établissements financiers. On voit bien les répercussions que ça peut avoir, mener à la transmission d'informations qui permettent à d'autres d'utiliser ça pour d'autres fins, pas celles qu'on souhaite. Donc, il y a cette idée que les données doivent être protégées pour éviter ce préjudice-là, et surtout parce que c'est démultiplié. Avant, un papier, ça restait dans un tiroir. Aujourd'hui, un document numérique, ça se transmet très rapidement, très facilement à travers la planète via les nouvelles technologies. Donc, c'est pour ça que le législateur, on va le voir, a voulu renforcer la protection des données personnelles, et ça s'applique au syndicat de copropriété, même si ça n'est pas la grosse entreprise, compagnie qui fait des affaires à travers le monde. Il y a quand même des obligations à respecter comme syndicat. Mais au départ, il faut comprendre que tout ça est lié au respect de la vie privée, de manière générale. Tout ça est basé sur le respect de la vie privée, qui est un droit fondamental, qui est inscrit dans la charte québécoise, qui pose le principe que tout le monde a droit au respect de sa vie privée, qu'on ne peut pas porter atteinte à cette vie privée sans y avoir été autorisé ou sans que la loi l'autorise. Ça, c'est aussi très important à comprendre, c'est que les syndicats de copropriétaires sont autorisés à collecter de l'information pour leurs fins et sont autorisés et même obligés de transmettre de l'information par l'effet de la loi. Par exemple, en cas de vente d'une unité de copropriété. Donc oui, ils sont tenus de respecter les données de leurs membres, mais oui, ils sont tenus de communiquer ces données ou de collecter ces données auprès de leurs membres et de les communiquer à des tiers. Donc c'est un petit peu ça qu'on va essayer d'expliquer pour vous aujourd'hui. Alors, protégé par la Charte, protégé aussi par le Code civil du Québec. Il y a des articles dans le Code civil du Québec qui répètent le même principe, que le droit à la vie privée doit être respecté, les articles 37 et suivants. Et puis, le Code civil donne des exemples. Des exemples évidents. C'est une atteinte à la vie privée de pénétrer chez quelqu'un ou d'y prendre quelque chose. Ça peut vouloir dire aussi d'y prendre, par exemple, des photographies, des images, d'intimité de quelqu'un, de logement finalement de quelqu'un. Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée.
avec les nouvelles technologies, on pense tout de suite à ce qu'on est en train de faire en ce moment. Enregistrer quelqu'un qui parle et garder la copie de cet enregistrement de quelqu'un qui parle. Capter ou utiliser son image, surveiller sa vie privée. Alors, vous allez me dire, ben, oui, on n'est pas en train de filmer nos gens ou de les suivre à la trace, et pourtant, quand on utilise une puce pour entrer dans un stationnement intérieur d'immeuble, ben, on donne l'indication qu'on est entré tel jour, telle heure, et qu'on est sorti tel jour, telle heure. Et parfois, dans certains immeubles, quand on utilise une puce pour accéder à telle partie du bâtiment, ben, on sait qu'on est entré à telle heure, on sait qu'on est sorti à telle heure, et c'est une information personnelle. Utiliser la correspondance. Alors oui, ce sont des lettres envoyées par Post Canada, mais aussi ça peut être tous les échanges de correspondance qui se font par exemple par l'intranet, la messagerie utilisée par les systèmes intranet de copropriété. Donc on voit qu'il peut y avoir des enjeux de protection de la vie privée en copropriété. C'est pas juste une grande idée, c'est des choses très concrètes qui peuvent surgir. Le principe, on peut porter atteinte à la vie privée dans ces situations, mais on a le droit d'y porter atteinte si la loi nous s'y autorise, si encore une fois la personne y consent. Et tous ces éléments-là peuvent faire l'objet d'un dossier. Alors, vous collectez des données, ça se retrouve quelque part. Vous captez une image de vidéosurveillance, ça se retrouve quelque part. Vous prenez de la correspondance de quelqu'un, ça se retrouve quelque part. Ce dossier-là, c'est le dossier des données personnelles du copropriétaire ou de l'occupant, du locataire ou de l'occupant de l'immeuble. Ce dossier, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous le traitez? Est-ce que la personne y a accès? Est-ce que la personne peut demander à le faire rectifier? Est-ce que la personne peut demander à supprimer des choses? Est-ce que ce dossier-là, vous pouvez donner accès à d'autres? C'est tout ça que la Charte et le Code civil du Québec abordent en posant le principe, pour pouvoir constituer un dossier, il faut un intérêt sérieux et légitime à le faire. La personne a droit d'avoir accès à son dossier et a droit de le faire rectifier, mais vous pouvez refuser cet accès pour, là encore, un intérêt légitime et sérieux. Par exemple, communiquer avec votre avocat en lien avec une personne, parce que c'est votre avocat qui vous défend dans une poursuite contre un copropriétaire, ben vous pouvez avoir un intérêt légitime et sérieux à ne pas donner le dossier de votre avocat qui vous défend et qui vous dit la position de ce copropriétaire est fondée ou n'est pas fondée. Ça fait partie du secret professionnel. Vous voyez, ça c'est un exemple très concret d'intérêt légitime et sérieux qui fait que le syndicat peut avoir un dossier sur une personne et refuser de lui donner accès à ce même dossier. Alors ça, c'est la Charte, c'est le Code civil du Québec, les grands principes, article 5 de la Charte des droits et libertés, article 35 à 39 du Code civil du Québec. Et Alexis va vous parler plus d'une loi plus spécifique, la loi sur le privé. Absolument. Donc, la loi sur le privé, qu'on nomme là, au long la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, c'est essentiellement une loi qui a pour objectif d'établir ce qu'on vient, M. Lucas nous l'a dit, le Code civil comme la Charte aborde la question de la gestion des données par quelqu'un qui détient des renseignements personnels. Mais cette loi-là, elle vient nous dire clairement quoi faire, ne pas faire, transmission, collecte. Donc, tous ces éléments-là. Avant d'aller plus en détail dans justement ce que la loi va prévoir, c'est important, il y en a plusieurs qui sont là aujourd'hui, sûrement en raison de cette loi qui a été adoptée. Donc, le projet de loi 64, où est-ce qu'on vient moderniser les différentes dispositions, et ce n'est pas juste la loi sur le privé qui est impactée non plus, mais elle a été adoptée, cette loi-là, ce projet de loi-là, le 21 septembre 2021, donc déjà un petit bout aujourd'hui. Mais comme mentionnait mon collègue, il y a les dispositions pour le syndicat, pas juste pour le syndicat, mais les entreprises en général, vont être applicables pour la première fois. Donc, la première batch en bon français va être applicable le 22 septembre prochain, donc jeudi prochain, très bientôt. Je vais vous revenir là-dessus. Donc, ça peut être un peu déstabilisant pour les acteurs en copropriété de se dire que cette loi-là s'applique parce que lorsqu'on parle d'une entreprise, on ne pense pas directement à un syndicat qui est évidemment pas une entité qui a comme objectif de faire du profit, mais bien de gérer, conserver l'immeuble. Donc, mais effectivement, la façon dont il faut interpréter la loi, parce que ce qu'on mentionne, c'est que cette loi s'applique à toutes les entreprises au sens du Code civil 1525, et sans rentrer trop dans les détails législatifs,
cet article-là doit être interprété largement et donc inclure également les syndicats de copropriété. Et lorsqu'on parle de syndicats de copropriété, évidemment, on parle des copropriétés qui sont dites divises au sens du code, mais on pourrait penser également à des copropriétés par action qui ne sont pas régies par les mêmes articles, évidemment, dans le Code civil, mais qui pourraient être inclus à cet article-là selon le libellé assez large qu'il contient. Donc, il y a plusieurs obligations en raison de cette conception-là qui sont méconnues des acteurs en copropriété par rapport à la loi sur le privé. Mais il y a plusieurs fins intéressantes également là, qui sont à savoir à ce niveau-là, c'est-à-dire que cette loi, elle s'applique uniquement aux personnes physiques et non aux personnes morales. Alors, la question qui se pose, c'est un couple, on prend un exemple classique, un couple qui se constitue une entreprise pour faire certains investissements, acheter des immeubles, s'incorpore. Est-ce que cette personne-là, elle est protégée? En fait, cette entreprise-là, elle est protégée par la loi sur le privé? La réponse, c'est non. Donc, la question qui se pose, c'est le syndicat pourrait faire ce qu'il veut avec les informations de l'entreprise? Bon, la réponse, encore une fois, c'est non. Parce que, bien que ça ne s'applique pas, la loi sur le privé ne s'applique pas aux entreprises, donc seulement aux personnes physiques. Il y a toujours la charte que M. Lucas faisait mention et le Code civil qui s'applique. Et surtout, puis on en parlera un peu plus loin, la question de la politique et des différentes pratiques qui sont prises par le syndicat, elles vont s'appliquer à tous les gens en copropriété, dont les entreprises incorporées. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a mis en place le cadre, comment que moi, en tant que gestionnaire ou administrateur, je mets en place cette loi-là et je fais en sorte qu'elle est respectée? Eh bien, ça, c'est la première des obligations qui rentrent en vigueur jeudi prochain, donc le 22 septembre 2022. C'est la question du responsable des renseignements personnels et c'est ce que le projet de loi 24 est venu prévoir. Quelqu'un au sein d'un organisme, pas juste quelqu'un, la personne ayant la plus haute autorité d'un organisme et la personne qui est responsable des renseignements personnels. Bon, dans une copropriété, évidemment, on n'a pas un président d'entreprise comme tel. Ceci étant dit, la plupart des conseils d'administration ont comme pratique de nommer un président. Dans ce cas-là, nous, on suggère que ce soit cette personne-là, mais évidemment, ça peut être décidé en conseil d'administration. On décide que ce soit X au lieu d'Y. La loi ne met pas d'obligation à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour la personne, en fait, qui va s'occuper des données. Et bon, pour ceux qui sont intéressés, c'est l'article 3.1 qui va être en vigueur le 22 septembre. On peut peut-être là-dessus préciser la chose suivante. Il y a quand même un outil pratique, la commission d'accès à l'information est l'organisme qui est chargé de veiller à l'application de la loi auprès duquel des recours peuvent être faits si la personne prétend que ces droits ne sont pas respectés. Et la commission d'accès à l'information a un site Internet assez développé avec de la ressource, notamment, vous trouverez des dispositions, des liens vers la loi, le texte de loi, mais aussi beaucoup de définitions pratiques, de conseils pratiques sur ce site-là. Je vous invite à aller le voir pour vous familiariser. Mais donc, comme disait Pierre-Alexis, à retenir, vous devez désigner quelqu'un qui va être la personne contact pour traiter des questions de gestion des données personnelles. Ça peut être le président du syndicat, mais cette fonction peut être déléguée à quelqu'un d'autre, c'est prévu dans la loi. Ça peut être le secrétaire, ou même ça pourrait être à la limite le gestionnaire de copropriété qui se verrait déléguer cette tâche par écrit pour recevoir éventuellement les demandes des copropriétaires ou des autres occupants de l'immeuble. Absolument. Puis ce qui est prévu également dès ce jeudi, c'est une fois que le responsable est nommé, il faut publier et faire savoir aux gens qui est ce responsable-là pour évidemment qu'on puisse le contacter parce que c'est son rôle. Et la façon dont c'est prévu à la loi, et ce n'est pas l'unique, mais si vous avez un site Internet en tant que syndicat ou même une page Facebook, ce serait l'opportunité de transmettre cette information-là et de la publier sur le site en question. Une fois qu'on a un responsable, comment on fait appliquer cette loi-là? Eh bien, ce que prévoit la loi sur le privé et ce qu'elle va prévoir dans un an, donc le 22 septembre 2023, ce n'est pas encore obligatoire pour les syndicats. C'est le fait d'adopter des politiques et pratiques encadrant la gouvernance. Ça semble un titre très large et très flou. Ce que ça veut dire, c'est prévoir 3 choses selon les 3 axes de la loi, étant, si je vous les nomme, la collecte de données, le partage de données et la conservation de données. Donc, ces 3 axes-là, il faut qu'ils soient définis et clairement identifiables par le gestionnaire au sein de la politique ou des pratiques en général pour que lui puisse appliquer de 1 la loi et de 2 la politique en question. Et lorsqu'on parle, la loi vient parler en fait de politique et de pratique de manière générale, donc on parle au pluriel de plusieurs pratiques. Par contre, ce qu'on suggère pour les syndicats de propriété, puis il y a plusieurs entreprises qui le font déjà aujourd'hui, c'est d'adopter ce qu'on appelle une politique unique.
Cette politique-là, évidemment, elle peut être rédigée par des professionnels du droit, comme nous le sommes, ou chez vous, vous pouvez vous faire une politique maison également. Ceci étant dit, c'est un document assez complexe, on le verra par la suite parce qu'il y a plusieurs éléments à identifier. Donc, on se rappelle que ce n'est pas encore obligatoire aujourd'hui. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche d'adopter la politique demain matin. Et ça, pour vous permettre, parce que la loi sur le privé est en vigueur aujourd'hui, pas tous les articles, mais la loi sur le privé, il est tout de même. Donc, ça peut être bien d'adopter dès demain une politique. Parce que concrètement, pourquoi on dit ça? C'est parce que concrètement, une fois que vous avez désigné quelqu'un qui est responsable d'appliquer la loi, ben, il se retrouve un petit peu démuni à est-ce que j'ai affaire à une donnée personnelle? Deux, qu'est-ce que j'en fais? Comment je réponds à la demande? Est-ce que je dois accéder à la demande qui m'est faite? Soit d'obtenir accès à mon dossier, soit de faire corriger mon dossier, soit de transmettre de l'information à quelqu'un d'autre. Puis comment je traite les plaintes s'il y en a de personnes qui voudraient porter des plaintes. Alors, la personne est désignée responsable, finalement, elle ne sait pas sur quelle base elle doit agir, si ce n'est d'aller regarder la loi, d'aller prendre des conseils. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être que ce serait bon de commencer à le faire. Vous pourrez voir, vous irez fouiller sur Internet, vous verrez à peu près les grandes entreprises ont toutes en bas de page, tout en bas du site Internet, un lien qui mène vers la politique de gestion des données personnelles et qui est accessible, qui peut vous servir d'inspiration. Mais elles sont souvent mal adaptées aux syndicats de copropriété qui ne sont pas des, comme on se disait, qui ne sont pas des compagnies qui font des profits, qui sont plus là pour gérer un immeuble, gérer la vie personnelle des gens, la vie intime des gens, le logement, l'endroit où ils vivent. Voilà. Absolument. Puis, en fait, pour renchérir sur la question de la politique, cette politique-là, nécessairement, elle va s'inspirer énormément de la loi sur le privé, qui vient prévoir déjà plusieurs choses. Évidemment, pas en détail pour chacun des points et pas en détail pour la vie en copropriété. Puis, vous le savez, sûrement comme nous, si vous nous écoutez aujourd'hui, la vie en copropriété est assez particulière, donc des éléments qui sont uniques à ce type d'entreprise-là. Et on vient prévoir la collecte, la conservation, le partage. La collecte, évidemment, comme Mike Luca mentionnait, là, sur le privé, il n'innove pas par rapport au Code civil ou la charte. On vient dire qu'on peut collecter en tant que syndicat si c'est dans notre objet de le faire et si on a un intérêt sérieux et légitime de le faire. Évidemment, lorsqu'on dit ça, on peut penser à énormément d'informations qui sont nécessaires au syndicat pour fonctionner. Il y a également la notion de conservation qui est abordée par la loi sur le privé, où est-ce qu'on parle, l'objectif, en fait, de la conservation, c'est oui, l'objet, mais également la façon dont faire cette conservation-là, parce que c'est bien beau de détenir une information, mais il faut faire attention à qu'elle ne soit pas divulguée à des gens qui on ne voudrait pas, des tiers qu'on ne souhaiterait pas qu'il y ait l'information. Donc, ce que la loi vient nous dire, c'est qu'on doit avoir des moyens raisonnables pour assurer la confidentialité. Et ça semble assez flou lorsqu'on dit des moyens raisonnables. Qu'est-ce que c'est un moyen raisonnable? Et c'est là que votre politique rentre en jeu. C'est de prévoir des cas de figure où justement le gestionnaire, le responsable des renseignements, se dirait, OK, moi, comment je fais pour protéger l'information? Eh bien, je vais aller voir à ma politique, je sais exactement quoi faire. Donc, c'est le type d'élément qui pourrait être adopté. Également, ce qu'on prévoit pour la conservation dans la loi sur le privé, c'est plusieurs modalités d'accès pour, en fait, lorsqu'un copropriétaire fait une demande d'accès à son syndicat, le syndicat, c'est ce que la loi mentionne, doit répondre dans les 30 jours. Soit on refuse la demande, soit on l'accepte. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui sont bien intéressantes à pouvoir vérifier et qui nous permettent également de baliser les rapports entre le syndicat et le copropriétaire qui fait une demande d'information parce que le syndicat a la responsabilité de détenir les informations, mais également de les protéger correctement. Et lorsqu'on parle de protéger correctement, c'est le troisième axe, comme je mentionnais, c'est la question du partage. Parce que ça, c'est évidemment, je pense, la question centrale lorsqu'on parle de renseignements personnels. On les détient, mais à qui on peut les transmettre, ces documents-là ou ces informations-là? Eh bien, ce que la loi vient nous dire, c'est que l'information peut être communiquée à des tiers uniquement avec le consentement libre de la personne dont c'est le renseignement qu'on veut communiquer. Par contre, et ça, il y a un grand bémol qui est mis à la loi par rapport à ce principe-là, c'est les exceptions qui sont prévues à la loi. Donc, il y a plusieurs exceptions qui permettraient aux syndicats, dans des cas de figure type, de transmettre l'information à un tiers sans avoir le consentement du copropriétaire visé. On peut penser rapidement à ce qu'on mentionnait plus tôt relativement dans le cadre d'un litige où un syndicat aurait un litige avec un tiers, par exemple, il doit communiquer certaines informations de ses propriétaires à son procureur pour se bâtir un dossier.
Par contre, le contre-exemple de ça serait, par exemple, la feuille de présence. En fait, ce n'est pas un contre-exemple, c'est un exemple pour suivre. C'est la feuille de présence qu'un copropriétaire voudrait obtenir pour lui faire un recours par rapport à une assemblée. Donc, faire le président de l'assemblée de copropriétaires, la réclamer à son syndicat pour voir si les votes ont bien été comptabilisés. Le syndicat serait en droit de transmettre cette information-là sans demander le consentement à tous les copropriétaires. Est-ce que je peux transmettre l'information, considérant que les copropriétaires dans les procès-verbaux ou en tout cas dans la feuille de présence vont normalement avoir leur nom et numéro d'unité. Donc, ça, c'est un peu le cas de figure. Il y a également, évidemment, tout ce qui est à 1070 du Code civil du Québec. Donc, on parle d'informations, puis on y reviendra par la suite, mais d'informations assez générales comme le nom et prénom du copropriétaire de chaque occupant de la partie privative. Donc, c'est des informations qui sont accessibles à tous au titre du registre. Évidemment, on peut penser que le consentement pourrait être transmis à travers une déclaration de copropriété ou la politique adoptée en assemblée. Mais ça, par contre, il faut faire bien attention parce que ce que la jurisprudence vient nous dire, c'est qu'il faut un caractère extrêmement exigeant pour ce consentement-là. Par contre, ce serait possible de le faire. Évidemment, ce n'est pas encore la norme aujourd'hui, mais ce serait possible de le faire tout de même. Je pense que ce qu'il faut, pour essayer de donner des choses peut-être concrètement, à la base, quand vous avez un nouveau propriétaire, vous allez collecter son nom, vous allez collecter son adresse, vous allez collecter son adresse courriel, vous allez collecter son téléphone, vous allez collecter ses informations bancaires, vous allez collecter les membres de sa famille, vous allez éventuellement colliger dans son dossier toute la correspondance qu'il peut avoir avec vous relativement aux plaintes, pour vous donner un petit peu une idée de quoi on parle quand on parle de données personnelles. L'idée de la loi, c'est de mettre un peu carte sur table pour dire qu'est-ce qu'on prend de moi comme données quand j'arrive. Il y a des choses qui sont évidentes, que tout le monde peut concevoir, mais il y a des choses que les gens ne réalisent pas nécessairement. Donc, l'idée, c'est de mettre carte sur table sur tout ce qui est collecté et de mettre carte sur table sur la façon dont ces données-là vont être conservées et la façon dont ces données vont être partagées. Et de le mettre dans une politique qui va être soumise dans l'Assemblée, qui va être discutée, diffusée et qui va être éventuellement approuvée. Donc, c'est ça l'exercice que vous devez en quelque sorte faire en 2023 et qu'on vous invite à faire plutôt rapidement que plus tard, puisque la personne qui va gérer ce problème-là, cette facette-là de la copropriété, elle doit être désignée demain matin. Donc, plutôt que de lui donner la patate du problème sans lui donner les clés, l'idée, c'est de commencer à réfléchir à ça, à bâtir ça, et de comprendre que le syndicat peut collecter de l'information et peut la partager, et qu'il n'y a pas besoin toujours du consentement de la personne qui est concernée, qu'il y a des fois où la loi l'autorise à transmettre cette information ou l'oblige à transmettre cette information. On va vous donner un peu plus loin des enjeux concrets liés aux assemblées de copropriétaires, liés au registre de copropriété comme tel, mais il faut comprendre ça quand on parle de loi sur le privé, c'est un petit peu le message qu'on veut vous passer. On ne veut pas rentrer dans chaque détail de la loi sur le privé, on veut vous sensibiliser au fait qu'elle s'applique à vous, la loi sur le privé, parce que vous êtes une entreprise, parce que ne serait-ce comme syndicat que vous vous enregistrez au registre des entreprises du Québec comme entreprise. C'est en partant, hein, c'est là-dessus que la Commission d'accès à l'information s'est basée à quelques reprises pour considérer que les syndicats étaient concernés par le réseau. Pas de problème. Donc, en fait, le seul autre élément que je vais peut-être ajouter pour la question du partage, c'est une question qui peut se poser lorsqu'on parle de renseignement personnel, c'est la relation que le syndicat va avoir avec ses différents prestataires de services. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs d'entre vous qui vont avoir des gestionnaires de copropriété qui vont faire affaire avec, par exemple, des entreprises pour faire des boîtes postales protégées. Évidemment, dans ce type de relation-là, il faut transmettre un certain nombre d'informations privées, des renseignements personnels. Eh bien, la loi sur le privé vient de prévoir ce cas de figure-là et permet aux syndicats, aux entreprises en général, de le faire. Donc, évidemment, comme Maïkouka mentionne, ce n'est pas toutes les situations où on garde l'information pour nous, on ne peut rien faire, il faut aller demander le consentement de tout le monde. Le syndicat doit pouvoir agir selon son objet, qui est la conservation de l'immeuble, qui est l'administration de l'immeuble, et c'est ce que la loi permet de faire au syndicat. Et puis, pour ce qui est du consentement des copropriétaires,
Bombardier a parlé de ça rapidement, mais il y a quand même une décision qui est intéressante sur la vie privée, qui était la décision Mine contre les martingales, où un propriétaire refusait de donner les clés d'accès à son logement en disant, avec les clés d'accès à mon logement, vous portez atteinte à ma vie privée parce que vous avez accès chez moi en tout temps, vous avez le double de ma vie. Et la Cour supérieure de répondre, la déclaration de copropriété prévoit une clause à l'effet que chaque copropriétaire est tenu non seulement de donner accès à son logement sur demande du syndicat, c'est ce que la loi prévoit, mais en plus, concrètement, doit remettre les clés de son logement pour les cas d'urgence. Et donc, il a consenti, en devenant propriétaire, en adhérant par le fait même à la déclaration de copropriété, à cette limitation à sa vie privée, qui est par ailleurs limitée. C'est dans les cas d'urgence, pour des besoins spécifiques, c'est pas d'avoir accès, évidemment, en tout temps, et d'ouvrir la porte n'importe quand. Donc, c'est une première réponse. C'est pas tout à fait une réponse sur le point précis des données personnelles, mais ça touche à la vie privée, et la Cour supérieure a rendu cette décision il y a quelques années. Maintenant, enjeu concret en copropriété. On l'a tous vécu pendant la pandémie. On a compris l'importance de la vie privée et du logement qui était le refuge pour n'importe quel Canadien. Donc, le respect de la vie privée, on a saisi cette importance-là. Et on a saisi aussi le fait que les nouvelles technologies pouvaient être envahissantes sur notre vie privée, d'avoir des zooms à toute la journée dans notre logement. C'est une part de notre vie privée, de nos informations personnelles qui se retrouvent en ligne, partagées avec tout le monde. Et à je dirais, à marche forcée, on est allé vers cette nouvelle technologie. En témoigne le succès des assemblées virtuelles et en témoigne aussi la multiplication des plateformes qui existent pour déposer nos informations personnelles sur des clouds dans les nuages, sur des intranets avec des codes d'accès. Donc, on en dépose des milliers et des milliers d'informations personnelles par ces nouvelles technologies qu'on utilise. C'est très pratique, c'est très convivial, mais ça a le pendant qu'on met toute notre vie finalement dans des petites parcelles de bases de données à droite à gauche. Alors, pour ce qui est des assemblées virtuelles, vous savez que le Code civil a été modifié pour les rendre aujourd'hui possibles, malgré le ralentissement de la pandémie. Donc, on peut faire des assemblées de copropriétaires en vertu du Code civil du Québec de manière virtuelle, hybride ou présentielle. On peut faire la même chose pour les réunions du conseil d'administration. Alors, tout ça est très pratique, encore une fois, mais ça a posé plusieurs enjeux auxquels on a été confrontés. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les adresses courriels des copropriétaires qui sont données aux prestataires de services qui font ces assemblées, qui sont utilisées pour envoyer les avis de convocation? Qu'est-ce qu'on fait de l'enregistrement vidéo-audio? Est-ce qu'un propriétaire peut refuser d'être enregistré pour participer à la réunion? Que fait-on de toutes les procurations, parfois numériques, qui sont données pour assister aux assemblées? Que fait-on des données de présence? La personne se connecte, se déconnecte. Que fait-on des données de vote? La personne vote en faveur, en défaveur. En fait, pour l'essentiel, il faut comprendre que ça ne change pas la dynamique par rapport à ce qu'étaient les assemblées avant ça. Les assemblées en présence, tout à chacun pouvait vous écouter, pouvait vous voir lorsque vous parlez, tout à chacun pouvait savoir que vous étiez représenté par telle ou telle personne, et tout à chacun pouvait éventuellement, lorsque vous leviez la main en assemblée, savoir que vous étiez en faveur de telle ou telle résolution. Donc, pour relativiser et se dire que ce n'est pas parce que c'est numérique, pas parce que c'est virtuel que ça change fondamentalement la question. À la base, une assemblée des copropriétaires, c'est un lieu public pour les copropriétaires. Ce n'est pas une réunion privée. Alors, quand vous assistez à une assemblée, vous assistez à une assemblée qui est publique pour votre groupe de copropriétaires. Donc, oui, vous pouvez être enregistré si ça fait partie de la plateforme et de la façon dont elle est faite. Vous pouvez couper votre caméra si vous souhaitez que votre image ne soit pas captée et simplement donner votre parole. Donc,
Il n'y a pas besoin de votre consentement formel pour pouvoir procéder à cet enregistrement parce que ça ne change pas la donne à notre avis par rapport à une assemblée présentielle. Et pour ce qui est des votes, des procurations des données de présence, il faut bien comptabiliser ces votes, c'est évident. À la fin de l'exercice, il faut que le président, le secrétaire d'assemblée soient en mesure de savoir, bon, est-ce que j'ai le quorum? Est-ce que le vote est favorable ou défavorable? Donc, forcément, ça a toujours été le cas, les données sont collectées, sont colligées pour annoncer le résultat. La question, c'est plutôt de savoir, est-ce que quelqu'un pourrait obtenir copie de tout ça? Est-ce qu'un copropriétaire qui contesterait une assemblée pourrait demander à recevoir toutes les procurations, la feuille de présence, l'enregistrement, les données de vote, savoir qui a voté en faveur, en défaveur, sachant que derrière, il pourrait en faire autre chose. Par exemple, aller cogner à la porte des uns et des autres pour essayer de faire changer le résultat, ou essayer de faire de la pression à une prochaine occasion. Alors là, je pense qu'il faut être prudent avant de transmettre toutes ces données à tout le monde et de les partager. Ce sont des données qui sont au conseil d'administration, au syndicat, mais avant d'être partagées, il faut que ça soit légitime. Par exemple, un recours est effectivement institué contre la décision en Assemblée des copropriétaires dans les délais et conditions prévus au Code civil du Québec. Et cette transmission peut aussi se faire via l'avocat qui représente le copropriétaire, en lui rappelant qu'il y a certaines données qui sont personnelles et qui ne doivent pas être partagées et utilisées uniquement pour les fins du recours. Maintenant, pour ce qui est des registres de copropriété, là encore, l'aspect numérique des choses fait en sorte qu'on collecte beaucoup d'informations et qu'on peut être appelé à les partager beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. Et surtout, la loi a été modifiée à l'article 1070 du Code civil du Québec pour venir dire qu'il y a plusieurs registres de copropriété. Il y a un registre accessible au conseil d'administration, plusieurs registres accessibles au conseil d'administration, et il y a un registre accessible aux copropriétaires. Alors ça, c'est très clair, la modification législative est de dire parmi les registres du syndicat, voici le registre accessible à tous les copropriétaires sur demande et qui contient tel et tel élément. Ça, c'est important de comprendre qu'on fait une séparation entre les registres de copropriété, entre ceux accessibles à tous les copropriétaires et ceux accessibles aux gens qui opèrent le syndicat. Et deuxième élément important, on est venu ajouter ce registre, après avoir énoncé une série d'informations, le nom, l'adresse postale du copropriétaire, on indique que ce registre peut aussi contenir d'autres renseignements personnels concernant un copropriétaire ou un autre occupant de l'immeuble si celui-ci y consent expressément. Là, on a jeté clairement la question en copropriété en mentionnant qu'il y a des informations qui peuvent être personnelles et que certaines, pour être collectées, nécessitent le consentement du copropriétaire. Immédiatement, ça pose la question de savoir lesquelles. Alors, lesquelles sont des informations personnelles qui nécessitent ce consentement. Alors, il est évident que tout ce qui est listé à 1070 n'a pas besoin du consentement du copropriétaire pour être collecté. Tout ça, ça fait partie du registre et ce registre est accessible aux autres copropriétaires. Donc, forcément, il faut que vous les collectiez pour ensuite les rendre accessibles aux autres copropriétaires. Donc, à notre avis, pour tous les éléments nommément listés, il n'y a pas besoin du consentement des copropriétaires pour que ça y soit versé. Ce qui peut éventuellement nécessiter ce consentement serait ce qui n'y serait pas versé. Donc, par exemple, il y aurait besoin peut-être du consentement pour des informations qui ne sont pas liées à l'objet strict du syndicat. Donc, vous avez besoin de savoir qui est la personne qui habite là, qui est le propriétaire, quelle est son adresse courriel, quel est son numéro de téléphone, qui sont les occupants du logement. Vous avez besoin aujourd'hui nécessairement de son adresse courriel, mais vous n'avez pas besoin du NAS d'un copropriétaire. Vous n'avez pas besoin de savoir son dossier, par exemple, s'il a eu des infractions criminelles. Vous ne pouvez pas demander à la personne
une enquête de moralité, par exemple. Vous soupçonnez que c'est quelqu'un qui est pas tout à fait recommandable, vous ne pouvez pas demander de lui des informations sur son passé comme tel et éventuellement ses condamnations. Vous ne pouvez pas demander son dossier de crédit. Ça ne fait pas partie des informations dont un syndicat a besoin pour fonctionner. Alors, à notre avis, c'est à ça que ça réfère. Les autres éléments dont le syndicat n'a pas nécessairement besoin pour fonctionner. Ensuite, l'autre élément important, c'est que ces registres doivent parfois faire l'objet d'une communication à l'extérieur de la copropriété. Vous avez des dispositions dans le code qui ont été ajoutées, 1068.1 et 1068.2 du Code civil, qui imposent au syndicat de donner de l'information soit à un vendeur copropriétaire, soit à un acheteur potentiel. Concrètement, ces dispositions-là ne sont que la reprise de ce que vous trouvez en pratique, où les courtiers immobiliers vous envoient des questionnaires, où les notaires vous envoient des questionnaires. Et le syndicat des copropriétaires se retrouve dans la situation où il doit répondre à ces questionnaires. Alors, ça va quand il sait dire quel est le montant des charges, est-ce qu'il y a un fonds de prévoyance, est-ce qu'il y a un fonds d'auto-assurance, est-ce qu'il y a un carnet d'entretien, est-ce qu'il y a une étude de fonds de prévoyance, tout ça, ça va, c'est objectif, ça n'a rien de personnel. Mais est-ce que le syndicat, en répondant à ces questionnaires, doit, et je vous donne la question qui figure dans le formulaire utilisé par l'OASIC, c'est-à-dire l'organisme qui régule les courtiers immobiliers, y a-t-il à la connaissance du syndicat un facteur se rapportant à l'immeuble susceptible de façon significative d'en diminuer la valeur ou d'en augmenter les dépenses? Ça peut être absolument n'importe quoi. Est-ce que vous devez aller jusqu'à dire, par exemple, que la personne qui vend parce qu'elle habite à côté d'une personne qui cause des nuisances acoustiques ou parce qu'elle ne supporte pas la personne de son voisin? Je ne pense pas que ça aille jusque-là et que le syndicat doit s'immiscer dans cette information qui doit d'abord et avant tout être donnée par le vendeur. C'est au vendeur de dire tout ce qui concerne ce qu'il vend. Le syndicat, lui, doit communiquer des informations qui sont objectives. Et avant de communiquer des informations qui touchent, par exemple, une autre personne, de l'échange de correspondance avec le fameux voisin, je pense que le syndicat devrait obtenir le consentement de cette personne et le consentement du vendeur comme tel avant d'être autorisé à communiquer cette information et plutôt renvoyer la balle au vendeur que de se placer dans cette situation de transmettre de l'information non objective. Alors, quelques exemples de jurisprudence. Une vieille décision de la Cour supérieure, Fortier contre le syndicat des copropriétaires condominium, les Châtelets, qui est une décision intéressante parce qu'elle a dit tout ce qu'un copropriétaire pouvait avoir par l'accès au registre de copropriété, tout ce qu'il ne pouvait pas avoir. Et notamment, un copropriétaire souhaitait avoir tous les livres de comptabilité avec tous les documents de support, c'est-à-dire les factures et les preuves de paiement. La Cour supérieure est venue dire non, vous n'avez pas le droit d'obtenir tout ça, vous avez le droit d'avoir accès aux états financiers, aux bilans, aux documents généraux, mais vous n'avez pas le droit de faire une enquête comptable. Et la Cour supérieure d'ajouter, en plus, si le syndicat faisait cela, il serait amené à vous donner de l'information personnelle. C'est évident, des copies de chèques avec des agences bancaires où le tel copropriétaire fait affaire, ou le numéro même du compte bancaire du copropriétaire. C'est ça que ça veut dire. En transmettant tous ces éléments-là, ben c'est ça qu'on pourrait être appelé à communiquer. Donc, ça nous donne un petit peu une limite. Et de l'autre côté, une autre décision de la Cour du Québec, Castillou contre le syndicat des copropriétaires du 537 Jacques Cartier, où là, on a blâmé un syndicat des copropriétaires de ne pas donner de l'information qu'il aurait dû donner. Et en partant, le syndicat refusait de faire droit à des demandes d'accès d'un copropriétaire en disant « Ah, je ne peux pas, il pourrait y avoir de l'information personnelle que je n'ai pas le droit de transmettre. » Et le juge de répondre « C'est un peu court, votre raisonnement, parce que vous êtes tenu par la loi de transmettre les éléments qui se trouvent à 1070 du Code civil.
Vous ne pouvez pas refuser la demande d'accès, c'est un droit du copropriétaire. Donc, vous ne pouvez pas, de manière générale, dire « je refuse toutes vos demandes parce que il pourrait y avoir de l'information personnelle qui s'y trouve ». Donc, c'est un peu une décision dans un sens à un bout du spectre, puis une décision dans un autre à l'autre bout du spectre. Donc, pour vous faire comprendre que la vérité se situe au milieu et que vous ne pouvez pas juste refuser sur la base de la loi sur le privé les demandes d'accès des copropriétaires au registre. Je ne vous parle pas ici de l'enjeu des caméras de surveillance parce que ça a déjà fait l'objet d'un speed condo sur ce sujet précis. Donc, je renvoie les gens qui seraient intéressés à ce speed condo particulier. Mais évidemment, il y a des enjeux de protection des données personnelles pour les enregistrements qui sont captés, la conservation des données, le partage des données auprès des autres copropriétaires ou par exemple des services de police. Alors, voilà, je pense qu'on voulait terminer avec un espèce d'aspect plus concret, le genre de données qui figure dans le registre général, puis le genre de données qui relève plutôt des données personnelles. Je vais laisser la parole à Alexis là-dessus. Ben absolument. Puis avant de faire ça, on vous suggère fortement de commencer tout de suite le travail, c'est-à-dire d'identifier ce que vous possédez comme données personnelles et de classer. On a mentionné les deux types de registres, donc accessibles aux copropriétaires ou au conseil d'administration uniquement. C'est ce qu'on va faire un peu comme exercice pour vous aider dans cette démarche-là. Mais c'est quelque chose qui est important de commencer dès aujourd'hui. Alors, on peut peut-être faire, on en a également mentionné, donc il y a des choses qui ont déjà été dites, mais on va les répéter. Puis évidemment, c'est des questions que vous pourrez nous poser par la suite, à savoir si nous, on croit que ça devrait être soit dans le registre des copropriétaires ou le registre pour uniquement le conseil d'administration. Donc, on parlait tantôt des coordonnées du compte bancaire du copropriétaire. Évidemment, c'est une information qui n'est pas nécessaire pour les copropriétaires. Donc, ça devrait être dans le registre du conseil d'administration, évidemment. Et là, on revient à la notion de transfert d'informations à des prestataires de services, mais le gestionnaire, habituellement, qui s'occupe de cette portion-là, d'aller chercher les charges communes, bien, pourrait se voir transmettre ces informations-là dans ce sens-là. Par exemple, un cas concret, là, vous avez un copropriétaire qui est en défaut de paiement. On se pose toujours la question, là, en pratique, vous avez un copropriétaire qui est en défaut de paiement de ses charges communes. Puis ça va être important de le savoir, par exemple, pour la tenue des assemblées, parce qu'il peut être privé de son droit de vote. Ben, vous n'avez pas nécessairement à informer la collectivité qu'un copropriétaire est en défaut de tel montant de charges communes. Vous pouvez juste dire que tel propriétaire est privé de son droit de vote. C'est tout. C'est la seule information qui est pertinente. De savoir de combien il est en défaut, ben, ce n'est pas absolument nécessaire. Puis de toute façon, ça va apparaître d'une certaine façon dans les états financiers comme créance en souffrance. Bon, voilà. Vous comprenez un petit peu, je pense, la subtilité entre montant précis de charges communes, puis de manière générale, ce copropriétaire est privé de son droit de vote. Absolument. Puis il y a également un élément sûrement qui va venir, un élément de discussion qui va survenir dans vos copropriétés, c'est la question de lorsque le syndicat amasse des informations assez sensibles étant l'âge, l'état de santé des copropriétaires et des occupants. De un, on peut se demander pourquoi le syndicat aurait besoin de ça. Bien évidemment, puis je vous parlerai ensuite du registre approprié où le mettre, mais on peut avoir le cas de figure où quelqu'un a justement un état de santé, par exemple, handicapé. Donc, le syndicat a besoin de faire certaines mesures, par exemple, une rampe d'accès adéquate, etc. Donc, c'est des informations qui peuvent être nécessaires à avoir pour le syndicat. Par contre, évidemment, ce n'est pas une information qui est accessible à tous, mais on la met dans le registre pour le conseil d'administration uniquement. Voilà, encore, c'est par exemple, une personne a une déficience physique qui fait qu'elle a besoin d'un accès universel. Ben, oui, les copropriétaires vont être informés de cette, s'ils ne le savent pas parce que c'est comme assez évident aux yeux de tous, mais ben, ils vont être informés de l'existence de ça. Ils vont être informés des travaux qui vont se faire, des travaux nécessaires, c'est sûr, ça fait partie des données qui sont connues et à diffuser. Peut-être même qu'il va y avoir nécessité d'une approbation de ces travaux, d'une discussion sur le financement de ces travaux, s'il n'y a pas des aides avec des subventions qui existent et qu'il y a des programmes qui existent à cet égard. Mais de là à dire ben, le pourquoi de cette situation-là de santé, je ne suis pas sûr que le copropriétaire va vouloir donner cette information parce que c'est encore une fois, ce n'est même pas nécessaire au conseil. À supposer qu'il la donne, les gens n'ont pas besoin de savoir le fin détail. Pourquoi?
la personne a cette situation de déficience, de limitation physique. Comprenez-vous, encore une fois, c'est pas noir, gris, et c'est pas noir ou blanc, c'est gris à quelque part. L'idée, c'est de donner ce qui est strictement nécessaire aux gens de savoir. Oui. Absolument. Donc, avant peut-être de passer aux questions, parce que je comprends qu'il nous reste quelques minutes, puis on veut prendre vos questions, évidemment. Il y aurait l'aspect de nom de l'assureur du copropriétaire qui revient souvent. Évidemment, le syndicat peut amasser cette information-là sans évidemment tergiverser dans le oui ou non. C'est une information qui est de prime abord pas nécessairement utile pour les copropriétaires de façon générale. Évidemment, il y a prendre des cas de figure où ça pourrait l'être, mais de prime abord, c'est quelque chose qu'on se dirait, bon, ça va dans le registre pour seulement le conseil d'administration. Si par exemple un copropriétaire a des dommages en provenance d'une unité d'un autre copropriétaire, il peut avoir un intérêt à connaître la police de ce copropriétaire d'assurance pour éventuellement porter réclamation. Mais en dehors de cette hypothèse, il n'a pas besoin de savoir ce qui est son assureur en particulier, puis c'est quoi le montant de la prime payée, par exemple. De la même manière, on a les créanciers hypothécaires. Les syndicats de copropriétaires sont censés collecter l'information, par exemple, pour un copropriétaire qui serait en défaut. Cette information est facilement accessible au registre foncier. La plupart du temps, on a de l'information de l'hypothèque qui grève l'unité, on a l'information du prix de vente, on a l'information de la date de la vente, tout ça est public, accessible aux gens en ligne. Donc, on ne révèle rien de particulier en disant cela. Maintenant, si le créancier hypothécaire vous donne un montant de solde hypothécaire, c'est pas besoin de diffuser cette information aux autres propriétaires, advenant que les syndicats se trouvent à l'avoir, par exemple. Voilà. Alors, on va peut-être prendre les questions, parce que je vois que ça défile un petit peu dans le petit menu déroulant. Donc, on va commencer à prendre les questions. Parfait. Donc, je vais aller avec la toute première question qui est de Sophie. Si on a déjà fait cet exercice de consentement, est-ce qu'on doit par la suite se concentrer sur les nouveaux copropriétaires pour ne pas le refaire à chaque assemblée? Oui, je pense que si l'exercice de consentement a été bien fait, on va prendre ça pour acquis, parce qu'il faut que ça soit express, que ça soit libre, éclairé, donc il faut que ça soit un consentement par la bande. Si cet exercice de consentement a été fait, vous pouvez vous concentrer sur les nouveaux pour dire en arrivant, voici le package, entre guillemets, des règlements et des choses à signer. Oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin de réitérer ça à chaque fois qu'une information est donnée. Le consentement vaut pour, s'il est bien fait, encore une fois, vaut pour l'ensemble de l'œuvre. Puis si je peux ajouter aussi, ce qui peut être intéressant, c'est avec la politique à adopter, c'est la joindre lorsqu'on rencontre un nouveau propriétaire, peut-être lui montrer cette politique-là. Voici les données qu'on va prendre et la façon dont sont gérées. Donc, ça peut être également une façon de faire. Parfait. Donc maintenant, je vais aller avec la question de Jacques. C'est plutôt une opinion qui est demandée. Donc la première, avec les administrateurs qui changent au gré des assemblées générales annuelles, quelles sont les attentes envers les administrateurs qui quittent? Sans aucun doute, ils ont eu accès à de l'information confidentielle et ils doivent s'engager au silence après leur départ sur les informations auxquelles ils ont accès. C'est oui, une question opinion, mais je peux opiner sur le fait que je suis d'accord avec ça, puis que dans certaines déclarations de copropriété, d'ailleurs, les notaires ajoutent cette obligation de confidentialité, que ce qui se dit en conseil d'administration reste en conseil d'administration. Alors, des fois, c'est énervant, là, quand on est un couple, par exemple, ça m'arrive de questionner ma conjointe qui siège sur d'autres conseils d'administration. Mais elle est toujours très droite là-dessus, puis elle refuse de me donner de l'information. Mais je vous donne un exemple concret, vous êtes copropriétaire, la personne vous dit, vous avez discuté d'un tel, et qu'est-ce que vous avez dit? Donc, vous n'êtes pas censé donner l'information que vous échangez en conseil d'administration, même si c'est votre conjoint, votre conjointe qui vous pose la question. Et a fortiori, quand vous quittez le conseil, ce que vous avez appris, vous n'êtes pas censé oui, ça ne pourra pas sembler de votre esprit, mais vous n'êtes pas censé l'utiliser ou le transmettre à d'autres par la suite. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui se dit. Et ça peut faire partie
justement de la politique, de le dire noir sur blanc, si ce n'est pas évident pour les gens et si ce n'est pas un réflexe. Et donc après, il continue avec « Pour ce qui est du respect des règlements, les agissements des fautifs sont portés à la connaissance de l'administration via dénonciation et corroborés par la suite via caméra de surveillance des espaces communs, entrée, sortie via un système de puces, etc. Ces informations sont importantes pour appliquer des sanctions. » Donc, encore une fois, il demande votre opinion par rapport à ça. Ben, c'est que, comme on disait tout à l'heure, la loi sur le privé qui vous dit que vous avez le droit de collecter les informations nécessaires à votre objet, pas de problème, c'est ce que vous faites. Vous prenez l'image, vous prenez la puce, vous corroborez ce que vous suspectez être une infraction, je ne sais pas moi, Airbnb, ou j'ai utilisé tel espace à une mauvaise heure, ou en respectant pas le règlement, la terrasse, j'ai apporté des choses que je ne devais pas apporter. Vous collectez tout ça, ça fait partie de votre objet. Ensuite, vous gardez pour vous comme conseil pour fonctionner. Éventuellement, vous adressez la question dans un message privé à la personne qui va, par exemple, prendre la forme d'une mise en demeure. Tout ça est tout à fait correct. Maintenant, vous devez entreprendre une procédure, vous mandatez un procureur qui va déposer une procédure à la cour. Ben, la loi prévoit justement que vous pouvez communiquer cette information à votre procureur pour que lui s'en serve pour procéder à la procédure appropriée. Ça va être soit de réclamer des pénalités, ça va être soit de réclamer une injonction, ça va être toutes ces procédures-là qui peuvent être envisagées. Donc, il n'y a pas de problème à transmettre l'information à qui de droit pour en faire quelque chose. Maintenant, mettre sur un babillard public que la personne est en infraction avec un affiche wanted parce que vous avez fait ça, vous comprenez que vous dépassez la limite prévue par la loi et que ça ne fait pas partie des choses que vous pouvez faire. Parce que c'est ça. Parfait. Donc, prochaine question. Le syndicat peut avoir les coordonnées d'une personne si celle-ci y consent. Si cette personne est un occupant de l'immeuble sans être copropriétaire, le syndicat peut-il obtenir les coordonnées de cette personne, ne serait-ce que pour pouvoir la contacter en cas d'urgence? Oui, alors. Oui, ben, en fait, je peux y répondre. La loi 1068, et là, mon collègue va regarder le point 1 ou point 2 exact, là, mais fait mention de ce cas de figure-là où est-ce qu'on prévoit que le copropriétaire, lorsqu'un nouvel occupant, doit transmettre l'information à son syndicat pour justement savoir qui habite là. Ben, c'est 1065. 1065, ça dit le propriétaire qui loue sa partie privative doit, dans le même délai, en aviser le syndicat. Il indique le nom du locataire, la durée du bail ainsi que la date à laquelle il est remis une copie du règlement d'immeuble. Il est né de même compte tenu des adaptations nécessaires lorsque la partie privative est autrement occupée. Donc, le propriétaire, évidemment, doit transmettre les coordonnées de la personne qui occupe. Même si la personne occupe, vous savez où il habite, mais le nom de la personne qui va occuper. Et c'est intéressant de noter à un moment donné, parce que les enjeux sont les mêmes à peu près partout au Canada. En Ontario, la question s'est posée. Puis, ce n'est pas la Commission d'accès à l'information qui a répondu, c'est parce que c'est fédéral. Et au fédéral, ça a été répondu en disant oui, le propriétaire, dans une copropriété, c'était en Ontario, doit transmettre des informations qui étaient des informations équivalentes à ce que prévoit 1065. Donc, ça va. Et puis, à 1070, qui est le registre de copropriété, on dit, parmi le registre, le syndicat tient à la disposition des copropriétaires un registre contenant le nom et l'adresse postale de chaque copropriétaire. Donc, on a, là encore, cette information, évidemment. Donc, le copropriétaire qui ne demeure pas là, l'information de où il demeure va devoir, c'est une obligation, être transmise. Et à mon avis, vous pouvez tout à fait, par déclaration de propriété, exiger que le propriétaire vous transmette son adresse courriel, parce que c'est votre moyen de communication privilégié. Ensuite, ce que vous faites de cette information, c'est tout ce qu'on a discuté. Vous ne devez pas transmettre à tout le monde les adresses courriels de tout le monde. Essentiel. Prochaine question. Est-ce qu'un copropriétaire peut demander le numéro de téléphone des autres copropriétaires? Voilà, la réponse c'est non. En fait, il n'y a pas vraiment d'objectif derrière ça. Puis le syndicat ne serait pas fondé de transmettre l'information aussi privée qu'un numéro de téléphone. On parle dans le 1070 du Code civil du Québec
d'informations de base. On ne parle pas de numéro de téléphone qui permettrait à, par exemple, un propriétaire d'appeler son voisin qui juge qu'il fait trop de bruit, l'appeler à toute heure de la journée pour l'empêcher de le faire. Là. Et les gens ont parfaitement les moyens de se communiquer l'information s'ils le souhaitent, puisque les adresses postales sont connues. On peut toujours écrire à la personne pour obtenir l'information, tout simplement aller la voir pour le lui demander, mais non. Ça pourrait être de se plaindre d'une personne, mais ça pourrait être aussi pire, ça pourrait être quelqu'un qui trouve que sa voisine d'à côté particulièrement jolie, puis qui se trouve à la harceler parce que vous avez transmis cette information-là. Donc, non, ça fait partie de l'intimité de la personne. Prochaine question, peut-on envoyer un courriel, par exemple le rapport de l'Assemblée générale annuelle, à tous les copropriétaires sans mettre les copropriétaires en BCC, donc adresse courriel cachée? La question revient finalement à une question qui a été posée précédemment, c'est que si vous ne mettez pas en adresse courriel cachée, par le fait même, vous communiquez toutes les adresses courriel de tout le monde à tout le monde. Et ce n'est pas ce que prévoit la loi et ce n'est pas ce que les gens souhaitent. Il y a une législation même fédérale qui a été adoptée anti-courriel pour interdire les envois massifs de courriel à titre promotionnel. Ce n'est pas ça dont on parle, mais ça signifie quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'adresse courriel, c'est le moyen de rejoindre facilement, rapidement quelqu'un, tout le temps, en permanence, même parfois sur le coin de la tablette, au coin du lit, à n'importe quelle heure. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, il faut préserver cette intimité-là. Donc, comme syndicat, non, ne faites pas un envoi qui ne cache pas les adresses courriel. Faites plutôt un envoi qui cache les adresses courriel de tout le monde pour éviter de transmettre une information qui n'est pas à souhaiter. Si tout le monde consent à ce que les adresses de tout le monde soient connues, pas de problème. Dans des petites copropriétés, ça arrive fréquemment que tout le monde soit dans la boucle et personne n'y voit d'objection. Ça va. Voilà. Et est-ce que ces adresses courriel-là peuvent apparaître dans le registre des copropriétaires? Et voilà, elles vont apparaître dans le registre qui sera accessible, mais au conseil d'administration, qui, par exemple, pourrait prendre ce registre et dire à une prestataire de service d'assemblée virtuelle, voici toutes les adresses courriel de tout le monde, mais qui vont rester au prestataire de service. Et une fois qu'il s'en sera servi, va détruire cette base d'adresses courriel. Ou le gestionnaire, d'ailleurs, qui a besoin de ces courriels-là pour lui faire des communications. Parce que souvent, on va voir que c'est le gestionnaire qui va transmettre, par exemple, l'avis que les vitres vont être lavées ou plusieurs cas de figure de ce type-là. Donc, c'est important que ce soit au registre, mais pour le conseil d'administration. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous transmettre les citations des jugements dont vous avez parlé? Oui, pas de problème. Donc, c'est ça, on pourra vous envoyer les jugements demain dans le courriel qui contiendra l'enregistrement de la formation. Ça, c'est pas privé, on peut vous le transmettre. Les plaques d'immatriculation des véhicules des résidents, pouvons-nous la collecter, sachant que ça permet d'accéder au garage? Oui, moi, ma réponse, ce serait oui, en fait, mais la réponse reste la même que pour les courriels, c'est-à-dire que c'est pour le conseil d'administration, pour la gestion de l'immeuble, oui, mais pour transmettre à des copropriétaires, à moins d'un cas de figure particulier, moi, en tout cas, j'en vois pas comme ça. Mais... Non, tout à fait. Ça fait partie des choses que vous collectez, exactement ce que vous dites pour les fins de l'accès au stationnement, pour vérifier que ce n'est pas une personne non autorisée qui se stationne. Vous savez que c'est tel groupe d'air, même telle marque de véhicule, telle couleur de véhicule, en plus de la puce d'accès, parce que le petit malin qui se faufile par la porte entrouverte pendant un certain temps. Donc, pour faire ce genre de contrôle, vous avez besoin de l'information, mais l'information n'est pas répercutée à tout le monde. D'ailleurs, c'est le genre de choses qu'en copropriété, puis évidemment, on travaille beaucoup avec les syndicats de propriété. Les gens sont d'accord avec ce type d'agissement-là du syndicat parce qu'ils veulent que soit protégé leur droit à la propriété, puis dont le stationnement. C'est une bonne pratique à l'autre. J'irais même à la propriété, mais aussi à la sûreté. Puis c'est un petit peu dans le jugement que j'ai mentionné, mais aussi dans une autre décision intéressante qui concernait la fumée de cigarette dans les condos, avec un règlement qui limitait le droit de fumer dans les condos.
c'est justement Elul, je ne l'ai pas mentionné ici, mais je pourrais vous le transmettre, où la juge va faire cet examen en disant, OK, parfait, la personne a le droit de fumer, c'est sa vie privée, puis venir aller jusque dans le logement pour lui interdire de fumer, on porte quelque part atteinte à sa vie privée, ou on la limite, mais en même temps, on vise à protéger le droit à la vie de l'autre personne qui subit cette fumée. Alors, le droit à la vie et la sûreté, ça fait partie des choses aussi importantes. Donc, sous prétexte de faire respecter la vie privée des uns, ben, on pourrait mettre en péril le droit à la vie et la sûreté. Là, je parle de ça en rapport avec le stationnement parce que je veux dire, les portes ouvertes des gens ou les gens qui accèdent à le stationnement sans que ça soit autorisé, OK, ça peut juste être des dégâts matériels, mais ça peut être autre chose. Donc, c'est à ça que ça sert, à faire respecter un accès qui est limité à une propriété privée. On va continuer en donnant la parole à Rachel. Si vous êtes encore là, la parole est à vous. Ah, attendez, on vous entend pas très bien. Faire un ajustement. Allez-y. On vous écoute. On va passer à la prochaine personne qui avait levé la main. Alors, c'est... Oh, il a disparu. Donc, je vais passer... je vais donner la parole à Jean-Claude. Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais 3 questions qui m'ont été demandées. Est-ce qu'on a le droit de collecter la marque, modèle, couleur et plaque d'immatriculation des véhicules automobiles pour gérer les stationnements? La réponse Est-ce qu'on peut aussi savoir le nombre de personnes dans chaque unité et le nom de ces personnes qui habitent dans chaque unité de condo? comme mentionné tantôt, oui, également, parce que c'est ce que la loi vient prévoir lorsqu'on est copropriétaire. Puis, évidemment, ça dépend du cas de figure, là, mais je comprends que vous faites possiblement référence à lorsqu'il y a des occupants ou des locataires. Là, c'est de l'information qui doit être communiquée au syndicat. Oui, mais pas seulement ça, aussi au fait, en cas d'urgence, si on veut être sûr que tout le monde a été rejoint pour évacuer, disons. Oui, absolument. On ne peut pas nécessairement diffuser cette information, Exact. mais au moins l'avoir pour les fins d'administration. C'est ça la différence importante. Vous avez le droit de la collecter parce que ça fait partie de votre objet, c'est nécessaire à votre objet. Vous mentionnez la situation d'urgence, c'est sûr. Les pompiers arrivent, vous devez savoir combien il y a d'occupants dans l'immeuble, savoir si tout le monde a été évacué. C'est clair. C'est ça. La personne ne peut pas refuser ça. Par contre, vous n'êtes pas obligé de la diffuser aux autres. C'est de l'information qui est privée et qu'on doit protéger comme les autres informations. Exactement. Mais on peut les collecter quand même. On peut, par exemple, demander, faire passer un formulaire que les gens remplissent ou le demander sur notre site web qui est protégé aussi, de remplir le formulaire pour nous donner. Mais par exemple, la situation familiale ou le niveau de revenu ou le genre d'emploi, ce n'est pas des informations qui sont nécessaires. Non, c'est simplement savoir combien de personnes il y a dans l'unité. Et le nom des personnes, si nécessaire, si on n'est pas trop sûr et qu'on veut appeler les gens pour savoir s'ils sont là.
Tout à fait. Dans un groupe de personnes. Tout à fait. OK, merci. Ça va bien. Donc, on va retenter avec Rachel. Non, toujours pas. Donc, on va y aller avec Gilles. Bonjour, Maître Bombardier. Bonjour, Maître Lucas. Je pense que je connais la réponse à ma question, mais j'aimerais bien avoir la vôtre. Peut-on exiger de prendre la photo du visage de chaque résident de l'immeuble? Ben, pour quelle fin Ben, de sécurité, d'identité. Si on a une piscine extérieure où parfois il y a des non-résidents qui réussissent à s'y baigner ou des gens qui circulent dans l'immeuble et on ne connaît pas tout le monde. Dans un syndicat de 4 appartements, ce n'est pas très préoccupant parce que tout le monde se reconnaît très rapidement. Mais dans un syndicat de 100, pardon, un immeuble où il y a 100, 150 ou 200 appartements, savoir qui est qui, ce serait peut-être utile que le conseil ou la personne chargée des renseignements personnels sache qui est qui. Non, je comprends, mais ça commence à devenir un petit peu sensible comme information. J'aurais tendance à penser que ça va prendre le consentement de la personne ou au moins que ça fasse l'objet d'une mention dans la politique qui soit approuvée en assemblée parce que l'identité de la personne, à moins qu'il y ait des enjeux effectivement particuliers d'accès à certaines parties pour s'assurer que la personne n'accède pas à des zones auxquelles elle n'a pas le droit d'accéder, peut-être, mais en général, collecter toutes les photos devient un petit peu difficile. Puis après, on rentre dans des zones avec la loi qui parle de données biométriques. Là, il y a encore d'autres exigences qui s'appliquent. Vous avez peut-être entendu parler des centres d'achat qui collectaient les vidéos des gens et les données des gens, et ça a posé certains enjeux et difficultés. Alors, à moins que ce soit strictement nécessaire, j'aurais tendance plutôt à obtenir le consentement ou au moins à le mettre dans la politique ou prouver en assemblée pour être sûr d'avoir fait le tour de la. Pour ce qui est des questions, en fait, là, des accès particuliers à certains endroits, je pense qu'une bonne façon de faire, puis vous le savez sûrement également, mais c'est juste le plus d'accès qui est beaucoup moins intrusif, puis ça permet au moins de s'assurer. Évidemment, ce n'est pas parfait comme système, mais ça permet quand même de s'assurer que ce soit les bonnes personnes qui ont accès à ces zones-là. En fait, je ne suis pas surpris de vos réponses et je vous remercie beaucoup. Merci. Le syndicat refuse de donner le nom et l'adresse postale des copropriétaires. Comment faire pour l'obtenir? Voilà, on comprend que c'est un copropriétaire qui demande à avoir cette information, le nom et l'adresse postale. En fait, ces informations-là, la plupart du temps, sont publiques. Vous allez peut-être regarder votre rôle d'évaluation ce soir si vous habitez à Montréal, parce qu'il y a certaines augmentations, mais le rôle d'évaluation, au-delà de la valeur de votre propriété, donne l'information de l'adresse personnelle du copropriétaire. Et le rôle d'évaluation, c'est une chose, mais il y a aussi le registre foncier qui est accessible publiquement moyennant le paiement de 1 $, qui publie l'acte de vente sur lequel figurent des adresses, le cas échéant. Alors, le nom et l'adresse postale semblent faciles à obtenir. Par ailleurs, en vertu de 1070, ça fait partie des informations qu'un syndicat doit fournir. Donc, il faudrait formaliser une demande, éventuellement, s'ils n'entendent pas raison, parce que c'est marqué à 1070, c'est clair et net, soit de les obtenir par un biais détourné que je vous ai donné, soit de faire affaire avec un avocat pour obtenir ces informations qui semblent de base. Je parle de
nom et adresse postale, pas courriel. Est-ce que l'état de mobilité des copropriétaires peuvent être divulgués aux responsables d'étage en cas d'incendie? Vous pouvez dire la personne marche avec une marchette et il faut le savoir pour l'évacuer éventuellement. Bon, je pense que ça fait partie des informations qui sont nécessaires à connaître pour le responsable d'étage. Je comprends qu'à chaque étage, il y a un copropriétaire qui est comme délégué à la tâche. Puis si dans le plan d'évacuation, doit savoir que sur son immeuble, il y a une personne particulière qui a besoin de plus de surveillance ou de vérification, moi, je pense que c'est tout à fait logique que la personne le diffuse. Et je croirais que la personne concernée n'aura aucune objection à transmettre l'information. Donc, si vous voulez obtenir son consentement pour être certain, vous pouvez, mais je ne vois pas de problème à le transmettre. C'est une question de sécurité, de sûreté pour la personne. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît, les informations exactes que le syndicat peut garder sur les copropriétaires? Nom, adresse, courriel, est-ce qu'il y en a d'autres? En fait, il y a une liste longue comme le bras. Je peux utiliser cette expression-là, c'est pour ça qu'on vous suggère de commencer tout de suite l'exercice de faire la comptabilité de tout ça, de savoir c'est lesquels, parce qu'il y en a énormément. Puis la raison pour laquelle il y en a énormément, parce que l'objet du syndicat est assez large également. Son objet, c'est administrer et conserver l'immeuble. Donc, il y a plusieurs choses qui sont nécessaires pour faire ça. Écoutez, si vous voulez, on peut peut-être vous donner d'autres exemples, mais j'en ai sur ma feuille avec moi, mais évidemment, ce serait par exemple plainte reçue par le syndicat au côté, on en a parlé tantôt. La date de début et fin du bail, on en a parlé également. Carnet des entrées et sorties de l'immeuble, on le voit dans certains cas, lorsque c'est des immeubles plus dans des secteurs plus chauds, où est-ce qu'on fait les carnets sorties, la personne qui est à l'entrée, le gardien va prendre les entrées et les sorties. Donc, il y a plusieurs choses, évidemment. C'est difficile pour nous de vous donner une liste complète parce qu'on ne finirait pas. Mais évidemment, il y a plusieurs choses. Puis c'est indirectement et directement et indirectement, nous dit la loi. Sur le privé, on en a parlé à quelques reprises. Donc, ça veut dire que vous recevez un document que vous mettez dans le registre sur lequel, sur ce document, paraît des informations, pas les informations que vous cherchez, mais juste en regardant le document, vous les avez. Ben, il y a de l'information personnelle qui n'est pas catégorisée. Vous allez recevoir une lettre, par exemple. Vous allez recevoir une soumission d'entrepreneur qui va faire des travaux, qui a un prix de travaux, qui va donner le détail de ce qui est fait en termes de travaux, par exemple. Vous cherchez juste à avoir une documentation qui vous dit quels travaux ont été faits, mais par cette documentation, vous en avez de manière indirecte. Alors, c'est difficile à catégoriser. Ce qu'on vous dit, c'est de faire l'exercice de réfléchir, de faire justement le constat de ce que vous avez comme information. Des copropriétaires que vous recevez, des copropriétaires, pour essayer de les classer, de faire un petit peu le ménage dans ce qui est public à tous les copropriétaires et privé à tel copropriétaire particulier, pour ensuite savoir ce que vous avez, pour déterminer comment le gérer, pour mettre ça dans une politique claire, connue de tous. Donc, il ne faut pas vous donner une liste finale et qui s'appliquerait à n'importe quel syndicat, ce serait pas juste, ce serait pas adéquat. Ça dépend de chaque syndicat. Est-ce que cette politique et ces pratiques-là doivent être adoptées lors de l'Assemblée générale annuelle ou simplement présentées aux copropriétaires? Ben, c'est la question, pour être tout à fait transparent avec vous, là, c'est la question qu'on se pose, parce qu'en fait, dans les votes qu'une assemblée prend, ça n'est pas listé. Pas cette liste-là. C'est des votes pour autoriser des travaux, autoriser une modification à la déclaration de copropriété, etc. Mais ce n'est pas comme tel un règlement d'immeuble. Donc, nous, on pense que c'est une règle de gestion, minimalement, que le conseil d'administration va adopter, règlement de gestion qui va devoir faire ratifier à l'Assemblée générale annuelle prochaine. Et cette façon de le faire aussi, ça crée une forme de consentement pour les copropriétaires à la politique. Alors, notre avis est plutôt à l'effet que ça va être adopté par le Conseil, ça va être approuvé
probablement un vote de 50% par 50% plus 1, c'est-à-dire la majorité de base, par l'Assemblée des copropriétaires, ne serait-ce que pour essayer de donner une forme de consentement à la politique en question pour respecter le cadre législatif. Donc, notre avis, ce serait plutôt ça, mais il n'y a pas de décision qui s'est prononcée là-dessus, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, tout simplement parce que c'est à partir de septembre 2023 que toutes les entreprises au Québec vont devoir adopter, rendre disponible sur leur site Internet une politique de gestion des données personnelles. Donc, c'est sûr que les syndicats de copropriété, il n'y a pas de décision de jurisprudence encore sur le sujet, c'est nouveau. Surtout qu'en fait, ça va être prévu par la loi, c'est-à-dire que l'obligation de faire la politique, elle ne viendra pas de l'Assemblée, mais c'est la loi qui la prévoit. Donc, évidemment, le syndicat doit se doter d'une politique. Il faut que ça bouge en bon français. Donc, c'est pour cette raison-là également qu'on est plus d'avis que ce serait le conseil d'administration qui ferait l'adoption de ça et par la suite la ratification. Et si je peux aussi me permettre, c'est jeudi prochain, il faut avoir un responsable des données personnelles, des renseignements personnels. Donc, si vous avez un président, tant mieux, ce sera le président, mais c'est 3 ou 5 membres du conseil d'administration qui ne sont pas définis, ou en tout cas qui ont chacun des rôles égaux, bien, il va falloir, dès jeudi, adopter une résolution du CA pour déterminer c'est qui s'occupe de ça. Est-ce qu'il y a des sanctions de prévues? Alors oui, il y a des sanctions, il y a des pouvoirs qui sont donnés à la Commission d'accès à l'information. Ces décisions sont elles-mêmes sujettes à un appel devant la Cour du Québec. Donc, par exemple, pour donner un exemple concret de décision sur des caméras de surveillance, une copropriété, les caméras de surveillance pointaient sur une terrasse sur laquelle se trouvait une piscine et la commission a jugé que le positionnement de la caméra n'était pas nécessaire, strictement nécessaire, puis venait capter des images incluant de tiers à l'immeuble et a demandé de repositionner à l'immeuble en habit de bain, hein, on s'entend, de repositionner la caméra sur un endroit où on vérifiait entre guillemets les accès à la piscine, mais on ne voyait pas la piscine en permanence comme telle. Donc la commission a ordonné ça. À tort ou à raison, en tout cas c'est sa décision. Donc on voit qu'elle a un pouvoir de contraindre. La commission aussi a des pouvoirs de forcer l'accès qui est refusé à des données, de forcer la rectification d'un dossier. Donc si le syndicat à tort refuse de donner accès aux données, aux dossiers personnels ou refuse de rectifier le dossier personnel, la commission pourrait forcer ça. Par exemple, dans la loi sur le privé, on dit que une entreprise doit avoir un dossier à jour quand il prend une décision sur un copropriétaire. Alors, par exemple, le syndicat prendrait une décision contre un copropriétaire d'appliquer une pénalité sur la base d'informations vieilles, inexactes. Non seulement la décision pourrait être contestée en disant vous avez pris votre décision sur des mauvaises bases factuelles, ça ne marche pas. Et en plus, je vous demande de corriger votre dossier parce que je ne veux pas que ça arrive. Là, le copropriétaire ferait cette demande au conseil d'administration, ou plutôt au responsable du respect de la loi sur le renseignement personnel dans le conseil d'administration. Le conseil dirait non, on ne fait rien avec ça. Il pourrait s'adresser à la commission qui pourrait forcer à nettoyer le dossier du copropriétaire concerné. La sanction, elle est là. C'est ça, concrètement. Parfait. Donc, je pense qu'on va finir cette formation avec une toute dernière question. Je vais donner la parole à Louis. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Okay. Tout comme le RGCQ et votre bureau d'avocat avait fait lorsque la loi était entrée en vigueur concernant la légalisation du cannabis, les bureaux d'avocats nous avaient rendu disponibles des règlements types, qui écrits sous forme légale, puis avec des précisions. Et ça nous permettait de faire affaire avec un de vous qui, moyennant une somme, là, mais qui était quand même très raisonnable, de nous soumettre ce projet de règlement-là qui interdisait le cannabis, autant la culture que la consommation dans les parties communes, dans les parties privatives, dans les parties communes à usage restreint,
Et puis, il y avait différentes façons là, d'adopter un règlement interne. Et je pense que, vu que ça semble complexe et nouveau aussi, cette loi-là, dont le sujet vous nous parlez aujourd'hui, est-ce que vous semblez, votre bureau pourrait prendre la même voie, c'est-à-dire proposer quelque chose, un règlement type? Parce que, écoutez, on n'est pas des rédacteurs de règlements, là. On est des bénévoles qui travaillent sur des conseils d'administration. Puis tant qu'à écrire n'importe quoi, des choses même des fois qu'on n'a pas besoin d'écrire ou qui sont hors contexte, mais ça serait beaucoup plus facile de pouvoir acheter un règlement type puis de l'adopter. Oui, effectivement, on vous a dit, allez vous inspirer de ce qui existe, et des choses, des ressources disponibles en ligne. Tout à fait, vous pouvez utiliser ces ressources, puis essayer de faire l'exercice. Mais oui, on a déjà quelques mandats actifs pour des clients qui nous ont demandé exactement la même chose. Donc, on est déjà en train de préparer ce genre de choses et d'y réfléchir pour arriver à un produit fini. Donc, si ça fait partie des choses qui vous intéressent, vous pouvez me contacter, mais c'est comme toujours, comme je dis toujours, il n'y a aucune obligation de faire affaire avec vous. Si vous préférez être épaulé et assister, avec plaisir, on le fera. Mais s'il y a des gens qui veulent le faire par eux-mêmes, ils peuvent le faire aussi. Il n'y a pas d'obligation de faire affaire avec un bureau d'avocat, mais oui, on a déjà une prestation de service qui est disponible, qui existe. Oui, parce que pour le règlement sur le cannabis, comme par exemple, nous, on avait le notaire qui avait préparé notre déclaration de copropriété, n'avait pas inclus des pénalités, des clauses pénales dans la déclaration. Alors, tant qu'à écrire n'importe quoi, puis commencer à rédiger des choses, ce n'est pas notre connaissance, là, on n'est pas des experts dans ça. Alors, on a pu, avec ça, avoir des règlements qu'on a passés et puis ça fonctionne très bien. Alors, on n'a pas de problème, c'est défendable, c'est préparé par des gens compétents. Puis, écoutez, chacun son métier, hein? Oui, c'est bon. Alors, écoutez, voilà, pas de problème. On est là en cas de besoin. Pierre-Alexis, c'est le genre de choses qu'il travaille actuellement. Moi aussi, parce que je regarde ça, puis je fais aussi de la recherche sur ce sujet-là, soutenu par la Fondation du Barreau. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc, on est actuellement là-dedans, dans le très pratique, pour vous aider en cas de besoin. Alors, en tout cas, merci à tous de votre participation. Je pense que vous étiez quand même relativement nombreux pour un sujet qui reste un sujet technique. Et donc, vous êtes pionnier, vous vous intéressez à ça, c'est parfait. Vous êtes à jour et vous allez pouvoir vous mettre à jour rapidement des nouvelles obligations légales. Alors, merci pour votre participation et bonne soirée à tous. Merci.